Frères et sœurs, bonsoir. C'est avec beaucoup de plaisir que je vous retrouve encore dans le cadre de nos catéchèses sur le mariage chrétien et la famille. Aujourd'hui, nous recevons un prêtre, donc ça sera encore une belle chose, une belle catéchèse qui sera donnée ce soir. Je vous prie, je ne vais pas rentrer parce à la fin, il y a tellement de questions, donc on ne va pas rentrer dans les propositions, dans les suppositions, dans les devinettes. Je vous prie déjà d'accueillir avec moi le formateur, l'animateur, le prédicateur de ce jour. Voilà, donc ordonné prêtre dans le rite maronite en 2008, le père Maroun Bard, comme vous avez vu sa photo, exerce son premier ministère à la paroisse Notre-Dame des Dons, voilà, au Liban, à Arkra-Vihet. Voilà. Là, il suit parallèlement des cours en écriture musicale au Conservatoire national supérieur de musique au Liban et enseigne par la suite le piano, le solfège, la théorie musicale et l'harmonie dans divers établissements du pays. Donc, notre prêtre, notre enseignant de ce jour, le père Maroun, est aussi musicien. Voilà. Et il est maronite, comme on l'a dit. Et chevalier de l'ordre équestre du Saint-Sépulcre de Jérusalem et délégué diocésain à l'œuvre d'Orient, père Maroun Bard arrive en France comme vicaire à la cathédrale de Fréjus en 2015 et incarné dans le diocèse de Fréjus-Toulon depuis 2016. Titulaire d'un master en théologie à l'université de Lorraine-Merz, d'une licence canonique en sciences religieuses de l'université pontificale Saint-Thomas d'Aquin de Rome et doctorant actuellement en bioéthique à la faculté bioéthique de l'Atheneum Pontificum Regina Apostolorum à Rome. Le père Baroun Mard a enseigné la théologie trinitaire systématique et la théologie morale au séminaire diocésain de la Castille, ainsi que la bioéthique à l'Institut diocésain de formation pastorale. Chers amis internautes, accueillons dans le cadre des catéchèses sur le mariage chrétien et la famille, le père Maroun Bard. Bonsoir mon père. Oui, bonsoir, père. Merci pour cette C'est longue avec beaucoup de présentation. Il ne fallait pas, plaisir hein. et d'honneur que nous vous recevons pour la première fois dans le cadre de nos catéchèses, les catéchèses sur le mariage chrétien et la famille. Je voudrais, dans votre présentation, il y a eu beaucoup de choses quand même qui ont été dites, donc que, on va dire, c'est pas tous les internautes qui comprennent ce langage. Donc, on va peut-être décortiquer un peu la présentation pour que ce soit plus accessible à tout le monde. Voilà, la première chose, on dit prêtre maronite. C'est la première question qu'on se pose. Ça veut dire quoi, prêtre maronite? Alors, prêtre maronite, je suis en fait catholique, hein, comme vous, mais d'un autre rite, c'est le rite oriental, le rite maronite, voilà, qui se trouve notamment au Moyen-Orient, au Liban, en Syrie, en Irak, en Palestine. Et donc, un rite oriental particulier, et si on peut dire aussi, c'est un rite syriaque. Voilà. Mais catholique toujours. D'accord. Donc, voilà, frères et sœurs, prêtre maronite, ça veut dire prêtre, c'est un prêtre catholique de rite oriental. Voilà, c'est le rite qui change. Ce n'est pas, j'allais dire, comment on va dire ça, la filiation à l'église, c'est le rite qui change. C'est ça, non, mon père? Tout à fait, exactement. D'accord. Donc, on dit aussi que le père, il est chevalier de l'ordre équestre de Saint-Sépulcre de Jérusalem. Voilà, donc, de quoi il est question en fait? Non, rapidement, c'est un ordre qui a été fondé il y a bien longtemps, mais qui rassemble des laïcs notamment. Nous, les prêtres, nous sommes juste des accompagnateurs, des conseillers spirituels. Et l'ordre a pour but d'aider les chrétiens de la Terre Sainte à rester chez eux, donc les aider financièrement, les aider de côté spirituel, prier pour eux, mais plutôt, surtout financièrement, pour que ces gens-là puissent vraiment rester dans leur pays et qu'ils puissent garder cette foi qu'on a reçue voilà, de la Terre Sainte directement de chez eux. D'accord. Bon, dernière chose pour ne pas allonger la présentation. On dit que le prêtre, il est incardiné dans le diocèse de Fréjus-Toulon
Incardiner, ça veut dire quoi, mon père? Alors, incarné, ça veut dire que j'appartiens désormais, depuis la date que vous avez citée, au diocèse où je suis actuellement en France, dans le diocèse de Fréjus-Toulon. Avant, j'étais un prêtre maronite, si vous voulez, en donum fidei pour quelques années, hein, comme ça se passe. Et quand on dit incarné, ça veut dire qu'officiellement, j'appartiens à l'église, au diocèse où je suis. Voilà. D'accord. Mon père, c'est dans le cadre de vos recherches, comme vous êtes doctorant en bioéthique, et je ne sais pas si dans votre... Aujourd'hui, on va parler, comme il est écrit, de la procréation artificielle. Que dit l'Église? Quand on parle de bioéthique, on fait allusion à quoi? C'est pas ça fait un peu trop gros mot, je pense, un bioéthique. Et c'est un mot qui est un peu large, hein, ça englobe beaucoup de choses, mais si on peut faire un petit résumé ou petite définition, c'est la bioéthique, il s'agit d'une discipline scientifique, mais qui est aussi interdisciplinaire parce qu'elle englobe par exemple le droit, la médecine, la biologie, la philosophie, la théologie, l'éthique, il y a pas mal de disciplines qui sont intégrées là-dedans pour réfléchir sur des thèmes qui concernent la vie, la bio, hein, c'est la vie, hein, qui concerne la vie. Par exemple, là, aujourd'hui, on va parler de la procréation artificielle. Par ailleurs, on peut parler aussi de l'environnement. Donc, il y a tout ce qui touche à la vie et à la dignité aussi de la personne humaine. Voilà, amis internautes, on va mettre des cœurs pour dire bonne arrivée au père Maroun. Et puis, on va partager ce direct sur toutes les pages, les comptes Facebook, Messenger, parce qu'aujourd'hui, il est question essentielle de procréation artificielle. Parce qu'on n'est pas très informé sur ça, non, et procréation artificielle. Donc, c'est très important, très, très important de partager parce qu'aujourd'hui, on va écouter ce que dit l'Église. On va écouter vraiment ce que dit l'Église. On a un spécialiste avec nous. Mon père, sans plus tarder, je vous laisse la parole, les bonnes catéchèses, et on se retrouve tout à l'heure pour les questions. Mais c'est juste, je voulais vous demander de mettre mon écran en partage, comme ça aidera les participants à me suivre. Voilà, on va essayer de mettre l'écran. Alors, j'espère que tout le monde voit mon écran. Voilà, en fait, j'ai choisi de vous mettre une diapo en parallèle parce que ça vous permettra de me suivre. Il y a beaucoup de choses à dire sur ce sujet. Évidemment, comme vous avez évoqué, Père, tout à l'heure, c'est qu'il y a beaucoup de couples qui souffrent aussi de ne pas avoir d'enfant, de concevoir un enfant, ce qui est une souffrance parfois dure pour les couples. Et la science et la technique nous offrent aujourd'hui pas mal de possibilités pour concevoir un enfant. Et parmi ces techniques, on va parler de la procréation artificielle. C'est pourquoi ce soir, je vais vous présenter déjà ce sujet à travers plusieurs points. Je vous présente le plan général de mon intervention. Tout d'abord, je vais parler des techniques de la procréation artificielle. Quand est-ce qu'on fait une procréation artificielle? Quelles sont les indications médicales? Je vais parler aussi de l'appréciation éthique et je vais parler du magistère de l'Église parce qu'on attend surtout cette partie du magistère de l'Église. Et enfin, je vais présenter une autre approche concernant la procréation. Voilà un petit peu en gros ce plan de notre soirée. Je sais, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de termes, de techniques un petit peu, mais voilà, je vais essayer de faire tout mon mieux pour que vous puissiez me suivre. Quand on parle de la procréation artificielle, on va évoquer tout d'abord la question de la stérilité ou de l'infertilité. Voilà deux termes qui rentrent là-dedans. Et pour faire la différence déjà entre stérilité et infertilité, l'Organisation mondiale de la santé a donné une définition de l'infertilité, c'est le fait de ne pas concevoir un enfant après 12 mois de rapports sexuels réguliers. On parle de l'infertilité. La stérilité, c'est le fait c'est l'incapacité de ne pas avoir d'enfant, carrément. On est incapable, malgré toutes les essais, malgré tous les essais qu'on fait naturellement, on n'arrive pas à avoir un enfant. Voilà, donc quand il s'agit d'une infertilité ou d'une stérilité, on recourt à la procréation artificielle. Les techniques de la procréation artificielle se divisent en deux familles, deux grandes familles. Il y a ce qu'on appelle l'insémination artificielle et il y a ce qu'on appelle la fécondation in vitro et transfert d'embryons, connue sous le nom de FIVET. Je vais détailler un petit peu les deux, comme ça vous saurez un petit peu de quoi il s'agit exactement.
L'insémination artificielle, comme le terme le dit, déjà, on parle de deux types d'insémination artificielle. L'insémination artificielle intraconjugale, ça veut dire ça se fait une technique qui se fait dans un couple qui sont mariés ou qui vivent ensemble. Quand je dis conjugal, donc voilà, elles sont mariées normalement, un homme et une femme. Il y a un autre type, c'est l'insémination artificielle avec donneur. Donc, il y a un tiers, une troisième personne qui est là, normalement ou souvent c'est un monsieur. Donc, il y a le couple, le mari, son épouse. Il y a un troisième qui est un monsieur qui va donner son sperme, voilà, un donneur, pour que, à travers son sperme, qu'il y ait une insémination artificielle dans l'utérus de la femme pour concevoir un enfant. Alors, comment ça se passe une insémination artificielle? Il y a 2 façons de faire. La première, c'est la plus technique, c'est qu'il y a une sorte de stimulation ovarienne. La femme subit une certaine stimulation ovarienne. Et quand on dit stimulation ovarienne, ça veut dire qu'elle est sous traitement hormonal pour stimuler ses ovaires afin qu'il y ait, voilà, que les follicules grandissent et l'ovocyte soit prêt. Après la stimulation, on fait une induction à l'ovulation, on incite qu'il y ait cette ovulation et puis, on va avoir la récolte du sperme et la capacitation du sperme, souvent, c'est meilleur. Je vais vous l'expliquer tout à l'heure. Avant de procéder à l'insémination artificielle avec quelques soutiens médicaux. Alors, pour la question du prélèvement du sperme, il y a plusieurs façons de prélever le sperme. Durant un rapport conjugal, il y a après un rapport conjugal, il y a en dehors du rapport conjugal. Alors la question se pose, pourquoi je vous raconte tout ça? Parce que pour pouvoir donner la réponse de l'Église, si elle est pour ou contre telle ou telle technique, il faut savoir de quoi il s'agit exactement. En connaissance de cause, on fait une appréciation. Voilà, donc pour le prélèvement du sperme, déjà, si on est pendant le rapport conjugal, il y a ce qu'on appelle le coitus interruptus, c'est-à-dire il y a une interruption voilà, du rapport et on récolte le sperme après éjaculation dans une capsule stérile pour le traiter au laboratoire. Sinon, ça sera avec un coït avec préservatif. Après, on prend le préservatif et on prend tout le sperme. Après un rapport conjugal, il s'agit d'utiliser un préservatif perforé et recueillir une partie du sperme. Pourquoi perforer? Parce que ça permet qu'il y ait d'autres spermes qui peuvent passer au travers de ce préservatif dans le vagin de la femme. Peut-être on se dit qu'il y ait une fécondation naturelle. Voilà, on laisse cette chance. Il y a aussi une autre façon de récolter après un rapport conjugal, c'est dans le fond du utérin, donc le vagin directement de la femme. Il y a aussi le prélèvement du sperme résiduel dans l'urètre de l'homme, donc ce qui reste après une éjaculation, on les prend à travers voilà, une technique évidemment bien sophistiquée. Ou sinon, s'il y a parfois, par exemple, une éjaculation rétrograde, c'est-à-dire au lieu que le sperme sorte, ça fait en fait une inverse. L'éjaculation, elle est interne. Dans ce cas-là, ils font un prélèvement à partir de la vessie et des urines où les spermes, en fait, sont éjaculés de l'intérieur. La troisième façon de récolter le sperme, c'est en dehors du rapport conjugal. Donc, il n'y a pas du tout un rapport conjugal, il n'y a pas du tout un contact, il n'y a pas du tout cette vie intime entre l'homme et la femme. Soit on procède par masturbation, on récolte le sperme, soit on fait un prélèvement du sperme directement dans l'urètre, donc sans faire un rapport, soit on incite à une éjaculation à travers une électroéjaculation. Ce sont voilà, des signaux électriques qui sont envoyés qui permettent une éjaculation sans faire une masturbation. Soit on fait une sorte de pression sur la prostate ou massage prostatique et les vésicules séminales qui conduisent après à une éjaculation, soit on fait directement une ponction dans l'épithédium à travers un seringue pour prélever ou une biopsie testiculaire directement dans les testicules. D'ailleurs, celle-ci est la plus douloureuse apparemment. Donc voilà un petit peu quand on récolte. On récolte le sperme, on les met voilà, dans le laboratoire, on les traite parce que parfois, on va voir tout à l'heure qu'il y a des problèmes avec les spermes. Ils ont besoin d'être traités, d'être capacités, une capacitation pour leur donner plus de chances à avoir la possibilité de rejoindre l'ovule. Et après, on fait une insémination, c'est-à-dire on prend à travers des seringues les spermes et on les met directement dans le vagin de la femme pour qu'il y ait la fécondation.
Alors, après, comment mettre, le sperme? Il y a plusieurs techniques. Je ne veux pas rentrer dans tout ça parce que c'est pas trop intéressant. Voilà, je vous montre rapidement. Il y a l'insémination intracervicale, intra-utérine, intratubère, intrapéritonéale, intratubère des gamètes, donc aussi de la trompe proximale ou transfert directement des gamètes, intra-utérins. Ça, c'est en fait tout ça, c'est l'insémination proprement dite. Voilà un petit peu la première technique qu'on appelle insémination artificielle. Ça, c'est la première technique de la procréation artificielle. La deuxième technique, c'est la FIVET. Donc, la fécondation in vitro et transfert d'embryon. Alors, c'est quoi la différence rapidement? L'insémination artificielle, elle se fait directement dans le vagin, donc dans l'utérus de la femme. La fécondation se fait à l'intérieur de la femme. Tandis que la FIVET, elle se fait, comme on dit, in vitro, donc hors de l'utérus, au laboratoire, il y a la fécondation. Comment ça se passe, cette technique? On procède à une stimulation ovarienne, comme je l'ai dit tout à l'heure. On prélève les ovules, donc après la stimulation, et on prélève le sperme de l'homme. Tout ça, c'est en dehors des rapports conjugal. Il n'y a pas du tout de rapport conjugal dans la technique de la FIVET. Après le prélèvement des deux, il y a deux possibilités. Soit on fait ce qu'on appelle une fécondation in vitro classique, c'est-à-dire on met l'ovocyte et le spermatozoïde dans le laboratoire, on laisse les spermatozoïdes s'avancer, celui qui gagne en premier la course et rejoint l'ovocyte, il y a la fécondation. Sinon, il y a une autre façon de faire cette fécondation in vitro qu'on appelle la FIV-ICSI, ICSI, c'est-à-dire l'injection intracytoplasmique de spermatozoïdes. On choisit, là, il y a une intention de choisir un spermatozoïde. On ne laisse pas les spermatozoïdes s'avancer naturellement. On choisit un, selon ses capacités, selon qui est meilleur, qui porte les plusieurs chances. Il y a évidemment une étude pour ça. On le prend et on l'injecte dans le cytoplasme de l'ovocyte et il y a une fécondation. La différence entre les deux, vous voyez, la première, la classique, il y a le cours un petit peu naturel de spermatozoïdes qui gagne en premier, qui arrive, alors que la deuxième, c'est vraiment on choisit au laboratoire le spermatozoïde qu'on veut et on l'injecte. Et après cette fécondation, que ce soit la classique ou l'ICSI, on laisse voilà, l'ovule fécondé pour qu'elle grandisse, pour qu'elle se divise à travers la mitose. Donc, c'est la division cellulaire pour former un petit peu le premier embryon. Donc, voilà ce développement embryonnaire au premier stade. Après, quand on a l'embryon de premier stade, on fait un transfert d'un ou plusieurs embryons dans l'utérus de la femme. En France, par exemple, la loi permet le transfert de 2 à 3 embryons. Et il y a aussi une étude qui dit que la meilleure façon pour avoir une chance, grande chance de grossesse, et le nombre d'embryons optimal, c'est 5 embryons. Voilà un petit peu déjà la grande partie de cette technique. Maintenant, pourquoi on procède à ces techniques? Quelles sont les indications médicales de ces techniques? Pour l'insémination artificielle, chez la femme, s'il y a un problème de ce qu'on appelle le vaginisme, c'est la peur de la pénétration. Une peur qui est trop poussée, la femme peut subir une panique, ce qui fait qu'il n'y a pas du tout cette possibilité de faire un rapport avec le conjoint. Sinon, il y a aussi la problématique des malformations et des troubles inflammatoires du vagin, du col de l'utérus de la femme. Chez l'homme, il y a ce qu'on appelle l'impuissance. Donc, l'impuissance, c'est l'impossibilité d'avoir une érection. Donc, pas d'érection, pas de rapport sexuel. Et l'impuissance, elle peut être psychogène, donc de problématiques psychologiques ou organiques. Soit il y a, comme je disais tout à l'heure, une éjaculation rétrograde, c'est-à-dire le sperme ne sort pas. Au contraire, ça rentre à l'intérieur de l'homme. En fait, ça fait le chemin inverse. Soit il y a ce qu'on appelle l'hypospadias, c'est-à-dire il y a une déformation de l'organe sexuel masculin qui fait qu'il n'y a pas une bonne éjaculation. Soit il y a une anomalie de spermatozoïdes. On cite trois anomalies principales. Ce qu'on appelle l'oligospermie. L'oligospermie, c'est-à-dire il y a un nombre insuffisant de spermatozoïdes lors d'une éjaculation pour arriver à une fécondation.
Normalement, si on est au-dessous de 4% de spermatozoïdes de bonne qualité, il y a un problème. Il y a aussi l'asténospermie, c'est le problème de mouvement des spermatozoïdes. Les spermatozoïdes n'ont pas cette mobilité pour rejoindre l'ovocyte. Sinon, il y a la tératospermie. La forme des spermatozoïdes, elle est mal formée en fait. Les spermatozoïdes sont mal formés, ce qui fait qu'il n'y a pas de fécondation. Ce sont les indications individuelles, médicales. Maintenant, on peut parler aussi des indications médicales dans le couple pour recourir à l'insémination artificielle. Il y a ce qu'on appelle chez la femme les anticorps antispermatozoïdes. Parfois, il y a des femmes, après un rapport conjugal, leur corps fabrique des anticorps. Les anticorps, ce sont en fait, voilà, si vous voulez, dans le système immunitaire, les cellules de notre sang, les globules blancs, qui défendent notre organisme quand il y a un organisme étranger qui rentre. Par exemple, lorsqu'on a une infection, on a la grippe, on a une infection virale ou bactérienne, il y a des anticorps. Ici, il y a des cas, il y a des femmes, après un rapport conjugal, leur corps fabrique des anticorps antispermatozoïdes. Ces anticorps attaquent les spermatozoïdes de leur conjoint, donc après le rapport sexuel, et donc il n'y a plus de fécondation. Sinon, il y a aussi la question d'éviter la transmission des infections sexuellement transmissibles, comme le VIH, l'hépatite et bien d'autres. Au lieu de faire voilà, un rapport sexuel, on procède à l'insémination artificielle. Une dernière raison médicale, plutôt, elle est liée à un autre type, c'est pas médical, mais elle est plutôt eugénique, dans l'eugénisme, on tombe dans l'eugénisme, c'est l'éviter la transmission de certaines maladies génétiques liées au sexe. Par exemple, il y a des maladies qui sont liées directement au sexe, comme par exemple l'hémophilie chez la femme. Voilà, pour éviter qu'il y ait cette hémophilie chez l'homme surtout, parce que l'hémophilie elle est mortelle chez l'homme. Pour éviter qu'il y ait un embryon masculin qui porte cette maladie, voilà, qui n'est pas viable après, on choisit le sexe, on prend voilà, l'embryon féminin. Voilà les indications médicales de l'insémination artificielle. Maintenant, quelles sont les indications médicales de la fécondation in vitro et du transfert d'embryons? Chez la femme, il y a ce qu'on appelle la stérilité tubaire, c'est-à-dire les trompes de Fallope chez la femme ne permettent pas que l'ovule, au moment de l'ovulation, que l'œuf qui sort de l'ovaire passe dans les trompes pour rejoindre après, pour qu'il y ait la fécondation dans la trompe. Il y a une coupure voilà, de problème de tube. Et il y a le problème de l'endométriose. Voilà, un problème majeur aujourd'hui chez beaucoup de femmes au niveau de leur utérus. Il y a ce qu'on appelle la stérilité idiopathique. Donc, la femme, elle est stérile, mais on ne sait pas quelles sont les raisons. C'est pourquoi on appelle ça idiopathique. Sinon, il y a des troubles de l'ovulation. Donc, tous ces troubles, toutes ces problématiques conduisent à demander une fécondation in vitro. Chez l'homme, par exemple, il y a les anomalies de spermatozoïdes que j'ai citées tout à l'heure, donc l'oligospermie, acinospermie et la question de tératospermie, ou il y a ce qu'on appelle aspermie, c'est-à-dire qu'il n'y a pas du tout de spermatozoïdes. Donc voilà, certaines stérilités aussi. Ce sont les indications médicales pour lesquelles on fait l'insémination artificielle et la fécondation in vitro. Maintenant, tant qu'on est dans le domaine médical, j'aimerais bien vous présenter quelles sont les complications et les risques de la fécondation in vitro, parce qu'il y a quand même pas mal de complications et risques que subissent notamment la femme à travers la fécondation in vitro. Je vais vous en citer quelques-uns. Il y a ce qu'on appelle le syndrome d'hyperstimulation ovarienne. Je disais tout à l'heure qu'au début, la femme, pour procéder à la fécondation in vitro, elle doit avoir une stimulation ovarienne. Donc, elle doit subir un traitement hormonal pour inciter voilà, son cycle un petit peu voilà, à travailler plus que d'habitude pour qu'il y ait cette formation, maturation des ovules après l'ovulation. Donc, un traitement hormonal qui est un peu poussé. Ce traitement hormonal peut conduire à ce qu'on appelle le syndrome d'hyperstimulation ovarienne, de la diarrhée, de la nausée, du gain de poids, des maux de tête. Il y a pas mal voilà, euh, de maux que la femme peut subir à travers cette stimulation ovarienne. Hyperstimulation parce qu'il y a beaucoup de stimulation.
Il y a certaines allergies qui sont faites aussi suite à la stimulation. Il y a ce qu'on appelle aussi l'infection de l'utérus de la trompe de Fallope, à cause de la fécondation in vitro et à cause de ce traitement aussi hormonal poussé. Il y a la phlébite. Donc ce sont des petits accidents vasculaires qui se passent au niveau des jambes. Il y a aussi l'embolie pulmonaire qui pourrait être aussi mortelle. Il y a parfois des hémorragies ou des AVC. Il y a des cancers, notamment le cancer du sein, des seins ou de l'utérus. Il y a certains cas où on parle de la mort. Bon, ça c'est rare, mais ça existe. Voilà un petit peu ces complications. Il y en a d'autres aussi. Il y a l'augmentation des malformations fœtales, c'est-à-dire l'embryon qui a été fécondé au laboratoire, in vitro, et après qui a été implanté d'une façon artificielle dans l'utérus, il peut avoir des malformations. Il y a ce qu'on appelle parfois l'asynchronie embryo-endométriale. Sans trop rentrer dans les détails, juste pour vous donner rapidement l'idée. Vous savez que pendant une grossesse, l'utérus, avant la grossesse en fait, au début de la fécondation, dans le cycle féminin, l'utérus se prépare pour accueillir l'embryon. Et donc, au moment de l'accueil de l'embryon, ce qu'on appelle la nidation, l'embryon va grandir et l'utérus aussi va subir des modifications qui sont nécessaires pour que l'embryon soit toujours bien gardé et pour que le développement soit bien fait. Puisqu'on fait la fécondation hors du corps, in vitro, et puisqu'il y a un traitement hormonal que la femme subit, parfois, entre le développement de l'embryon et le développement de l'utérus, surtout au niveau de l'endomètre, il n'y a pas une synchronisation. Il y a un qui se développe plus rapidement que l'autre, ce qui fait que ça peut conduire aussi à une fausse couche. Voilà un petit peu cet effet secondaire ou de risque ou la complication de la FIVET. Il y a ce qu'on appelle la grossesse ectopique, c'est-à-dire c'est en dehors de l'utérus, ça peut arriver, mais ça peut arriver aussi à travers voilà, un rapport conjugal normal. Hein. Je ne dis pas que ça n'existe pas dans la vie naturelle, mais avec la FIVET, il y a plus de risques d'avoir des grossesses ectopiques. Il y a des grossesses multiples. Je disais tout à l'heure, pour avoir une grossesse, une chance de grossesse, il faut qu'il y ait 2 ou 3 embryons, voire 5, qui sont implantés dans l'utérus de la femme à travers le transfert d'embryon pour qu'il y ait au moins un qui soit viable et qui se développe. Parfois, il n'y a pas qu'un seul. Parfois, il y a 2, parfois, il y a 3, parfois, en fait, tous les embryons qu'on met, ils peuvent se développer. Ce qui fait que si on veut un enfant, on attend un enfant, on peut avoir des jumeaux, des triplés ou quadruplés. Voilà. Il y a aussi le risque des naissances prématurées. Il y a des anomalies congénitales suite aussi à tous ces traitements qui se font au dehors du corps de la femme, la fécondation naturelle, tout ce qui se fait au laboratoire. Ça peut aussi conduire à des anomalies congénitales. Parfois, il y a des hémorragies que la femme peut subir. Voilà le côté scientifique. Maintenant, comme je disais, pour donner une appréciation éthique, il fallait qu'on comprenne un petit peu le côté scientifique. Suite à ce que j'ai exposé, je vais vous donner un petit peu maintenant qu'est-ce que l'Église dit à propos de chaque technique, donc de l'insémination artificielle avec conjoint, de l'insémination artificielle avec donneur et de la fécondation in vitro. Pour l'insémination artificielle avec conjoint, elle est licite, elle est moralement acceptée sous deux conditions. La première, qu'elle soit une insémination improprement dite, c'est-à-dire qu'elle ne soit pas juste une technique qui remplace l'acte conjugal. Il faut que l'acte conjugal, la relation sexuelle, que le rapport soit fait entre l'homme et la femme, et l'insémination artificielle vient aider ce rapport pour que la fécondation ait lieu. Donc, c'est pas, voilà, sans rapport, en dehors d'une relation sexuelle, on va aller faire une insémination artificielle. L'insémination artificielle est une aide à l'acte conjugal. C'est la première condition. La deuxième condition, il faut que ça soit fait après le rapport conjugal, c'est-à-dire pour récolter le spermatozoïde,
Il y a les 2 possibilités qui sont acceptées, que l'Église dit: «Oui, c'est bon». C'est quand le rapport conjugal est fait avec un préservatif perforé qui laisse passer des spermes, parce que l'Église dit que qui peut nous dire qu'à travers le sperme, les spermatozoïdes qui sont passés au travers du préservatif perforé, qu'il n'y aurait pas de fécondation? Voilà. Soit on récolte, après un rapport conjugal ordinaire normal, on récolte des spermes dans le fondus utérin de la femme. Une chose aussi est acceptée, elle est licite, elle est moralement acceptée par l'Église, c'est qu'on peut traiter le sperme pour améliorer sa capacitation. Mais comme je disais, que ça soit fait dans les 2 premières conditions. Donc, l'insémination artificielle avec conjoint, quand il s'agit d'une technique pour aider l'acte conjugal à avoir une fécondation, voilà, dans une bonne fécondation, avec une récolte, soit par le préservatif perforé, soit par une récolte dans le fond de ce utérin, pas de problème. L'Église n'a pas de problème avec cette technique entre conjoints. L'insémination artificielle avec donneur, elle est moralement illicite et non acceptée. C'est-à-dire si un couple ne peut pas avoir un enfant, on demande à une troisième personne, un monsieur notamment, de donner son sperme. À travers son sperme, on fait toute cette procédure que j'ai expliquée, c'est illicite. Alors, pourquoi c'est illicite? Pourquoi c'est pas moral? Pour maintes raisons. J'en cite quelques-unes. Tout d'abord, parce qu'il y a, c'est la première raison, c'est qu'il y a la raison principale, il y a une dissociation entre le mariage et la procréation. Vous voyez, ce critère, en fait, le mariage et la procréation, c'est un critère fondamental dans le discernement moral quant aux techniques de la procréation. Ce critère, on l'appelle l'unité. Il faut qu'il y ait une unité entre le mariage et la procréation, c'est-à-dire pas de procréation hors mariage. Il faut qu'il y ait une unité entre procréation et sexualité, donc pas de procréation en dehors de l'acte conjugal. Il y a aussi une unité entre procréation et personne, c'est-à-dire pas de procréation en dehors du couple. Parce que la procréation, comme disait, le dit le magistère de l'Église, on va voir ça tout à l'heure avec les papes, la procréation, c'est une expression de l'amour conjugal qui se vit dans le couple. Et l'amour conjugal n'est pas seulement un amour technique, mais un amour qui est aussi corporel, qui passe par le don des corps, qui passe par le biologique en premier lieu, qui passe par cette harmonie psychologique des conjoints et qui passe aussi par cette harmonie spirituelle. Parce que nous, en tant que chrétiens, il y a la question de notre foi qui se joue là-dedans. Cette spiritualité, comme quoi l'amour conjugal aussi est un reflet de l'amour de Dieu, ça joue dans ce discernement. Voilà pourquoi l'insémination artificielle avec donneur n'est pas acceptée. Il y a aussi le problème de la famille plurigénitorielle, c'est-à-dire s'il y a 3 personnes, les 2 conjoints et un donneur, alors il y a un deuxième papa qui va, voilà, qui va donner son sperme pour devenir, pour qu'il y ait un enfant, c'est le père biologique. Après le père, du couple qui est aussi le père, entre guillemets, ça sera le père officiel. Donc il y a, un problème quand même de la structure familiale. Il y a aussi une altération de l'unité conjugale et parentale. Déjà, s'il y a interdonneur, le parent, le père, en fait, le père de la famille, là, le conjoint de l'épouse qui va être enceinte et qui a utilisé le sperme d'un autre monsieur, alors cette parentalité, heu, comment on l'explique? Comment on va expliquer qui est le père qui est, des 2? Est-ce que c'est l'époux ou est-ce que c'est le donneur? Et ça joue aussi à cette question d'unité conjugale parce que le problème que l'homme, du couple, il va se sentir, il y a des études qui montrent que des hommes, d'un couple où il y a une insémination artificielle ou fécondation in vitro avec un donneur, les hommes, ont des problèmes parfois psychologiques parce qu'ils se sentent un peu marginalisés. Il y a aussi cette rupture, dans tous les cas dans le même sillage, entre parenté génétique, parenté gestationnelle et responsabilité éducative. Ça aussi dans le même sillage des 2 derniers que j'ai cités.
il y a le problème de la rééducation de l'enfant. Ça, c'est un sujet qui est important. J'ai commencé ma présentation en disant que beaucoup de couples souffrent quand ils n'ont pas d'enfants. Ce qui est vrai, parce que quand ils sont mariés, il y a cet amour qui est entre les conjoints. On attend que cet amour soit manifesté à travers des enfants. Et si l'enfant n'arrive pas, il y a cette souffrance. Ça, c'est une réalité et une douloureuse réalité. Mais ce qui n'empêche pas que l'Église dit clairement que malgré cette souffrance, l'enfant n'est pas un objet de droit. On n'a pas droit à l'enfant. C'est pas l'enfant n'est pas un objet, il n'est pas une chose. Comme j'ai droit à l'assurance médicale, ou je dois être éduqué, ou je dois conduire moi-même ma voiture quand je suis adulte, l'enfant, c'est un être humain. Et un être humain, il ne peut pas être objet de droit. Et donc, un couple qui ne peut pas concevoir un enfant, quelle que soit leur douleur, quelle que soit leur souffrance, n'est pas une raison pour qu'on dise, voilà, on a droit à l'enfant. Dans l'Église, on parle plutôt du droit de l'enfant. Ça, c'est un point fondamental dans ce discernement. Il y a aussi des conflits psychologiques, comme je disais tout à l'heure, chez le père putatif, donc c'est le père qui était mis à part. Il y a la question de la complexité de l'évaluation de la santé psychique du donneur, parce que vous savez, quand il y a un donneur, une troisième personne, il faut que cette personne, enfin ce monsieur, il faut qu'il subisse des examens physiques et psychologiques. Euh, le bilan psychologique, il est fiable, mais pas totalement. Parce que parfois, il y a des choses qu'on peut rater. Et si on rate un problème majeur au niveau de la psychologie du donneur, ça pourrait créer des problèmes dans le futur. Peut-être chez l'enfant, parce que parfois il y a des maladies psychologiques qui pourraient être aussi transmissibles génétiquement. Soit des problèmes d'ordre, judiciaire, d'ordre légal, d'ordre, social entre le monsieur et le couple voilà, qui va avoir l'enfant. Il y a aussi le risque de consanguinité par le père, c'est-à-dire quand il y a un donneur, le donneur n'est pas un donneur juste pour une seule femme, hein. Le donneur, ses spermatozoïdes peuvent être utilisés pour plusieurs femmes. Peut-être aussi, ce monsieur, il est marié déjà, il a des enfants et il se peut que ça arrive. J'ai pas vu des cas encore j'ai pas lu sur ces cas, mais la probabilité, elle existe que, voilà, il y a 2 personnes, 2 enfants après qu'ils grandissent, ils vont se rencontrer, ils vont voilà, s'aimer et il pourrait que ces 2 soient consanguins par leur père, c'est-à-dire qu'ils sont des frères et sœurs par le donneur. C'est pas arrivé, j'ai pas vu des cas, comme je disais, j'ai pas lu sur ces cas, mais c'est une possibilité qui n'est pas aussi, à écarter, pardon. Et enfin, il y a cette problématique de la tendance eugéniste, chez le couple, chez l'enfant. C'est-à-dire, on choisit, comme je disais tout à l'heure, le spermatozoïde qui est le meilleur, on choisit un enfant qui a moins de défauts, on commence à procéder à un certain eugénisme qui est pas du tout quand même accepté dans l'Église parce que là, on passe vraiment à une certaine, recherche de perfection qui touche après à écarter et à détruire les embryons qui peuvent présenter des anomalies génétiques ou autres. Et enfin, il y a cette possibilité de priver l'enfant de connaître ses origines, parce qu'avec un donneur, il y a cette loi que l'enfant qui va naître, il n'a pas droit de connaître ses origines. Maintenant, en France, la loi a changé depuis la récente loi 2021, mais il y a des conditions, c'est après que l'enfant ait 18 ans, donc il y a pas mal de conditions. Mais quoi qu'il en soit, un enfant, il doit connaître ses parents dès le début. Voilà un petit peu l'appréciation éthique de l'insémination artificielle avec donneur. Pour la fécondation in vitro, c'est la même chose. On a les mêmes, critères, je vais les passer, sauf qu'il y a la problématique, en plus, des embryons surnuméraires. Je disais tout à l'heure que l'insémination in vitro, qu'il y a plusieurs embryons qui vont être fécondés au laboratoire. Il y a 2, 3 ou 4 ou 5 qui vont être transférés dans l'utérus de la femme. Le reste, qu'est-ce qu'on fait?
soit ils sont congelés, on appelle congélation des embryons, pour quelques mois, en 1 année, une deuxième année, troisième année. Dans tous les cas, c'est un contrat renouvelé. Mais après, qu'est-ce qu'on fait avec ces embryons? Est-ce qu'on les détruit? Ce sont des êtres humains. Est-ce qu'on les renvoie à la recherche scientifique? On ne fait pas de recherche sur des êtres humains. Je ne parle pas, ce ne sont pas des personnes, ce sont des êtres humains, hein, c'est pas la même chose. Donc c'est un dilemme quand même, qui se pose aujourd'hui, même avec la bioéthique laïque, hein, pas que la bioéthique catholique. Il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas croyantes, qui se posent les mêmes questions que je viens de citer, à l'instant même. Il y a aussi une, étude qui a été faite, récemment, et là je cite, un de mes profs, de la faculté, qui dit que les enfants issus d'une fécondation in vitro avec donneur de sperme sont souvent blessés et confus. Ils succombent souvent à la délinquance, à l'alcool et à la drogue. Ils sont troublés que l'argent ait été impliqué dans la conception. Imaginez-vous qu'on dit que, voilà, on a payé pour que vous soyez nés. Nous, on est des adultes maintenant. Mais après, si vraiment on découvre ça sur soi-même, c'est pas si évident que ça. Et enfin, on revient à la même chose, la privation du droit de connaître ses origines. Voilà un petit peu l'appréciation éthique générale. Donc, cette appréciation, je résume rapidement. L'insémination artificielle avec conjoint, elle est acceptée sous deux conditions: qu'elle soit une aide pour l'acte conjugal, donc il y a un acte conjugal, et que la récolte du sperme soit faite soit à travers un préservatif perforé après un acte conjugal, soit dans le fond du terrain de la femme. Les deux autres techniques, l'insémination artificielle avec donneur et la fécondation in vitro, ne sont pas licites, ne sont pas acceptées, ne sont pas moralement bons par rapport à l'Église. Alors, cette appréciation éthique vient de longues traditions de magistère de l'Église. Là, j'ai choisi les documents principaux pour vous présenter les documents principaux du magistère de l'Église. Il y en a 8, et selon ces 8, il y a, je dirais, 8 idées principales qui expriment voilà, ce que l'Église dit en gros par rapport à la procréation artificielle et à l'amour conjugal et la femme. Je commence par déjà l'encyclique canonique du pape Pie XI, donc 1930. Avant que la procréation artificielle existe, il y a déjà le pape Pie XI parlait de l'importance de l'institution matrimoniale, l'importance du mariage, en disant que l'être humain, c'est un fruit de l'acte créateur personnel, de l'amour divin. C'est un être qui, voilà, c'est un don de Dieu. Les parents sont des coopérateurs, c'est parce que leur amour euh, voilà, à travers leur amour, il y a cette naissance. Et l'enfant est un don de Dieu, évidemment, il parle, le pape Pie XI. Au jeu aussi, on peut dire, il n'est pas seulement un don de Dieu, mais il est un don de la vie. Il est un don du couple, parce que le couple, il se donne soi-même, l'un à l'autre, en fait, les deux conjoints, leur amour qui se donne va fructifier et donner cet enfant. Et le pape Pie XI précise que l'enfant doit être né dans le cadre du mariage, et le mariage qui est le fondement de la famille. Voilà la première idée principale. D'ailleurs, on est dans une catéchèse sur le mariage et la famille chrétienne. Une idée qui vient du pape Pie XI depuis 1930. Une idée qui n'est pas du tout, elle n'est pas dépassée. Elle est actuelle, elle est factuelle, et c'est sur laquelle on se base surtout pour vraiment donner déjà la première appréciation éthique concernant la procréation artificielle. Un deuxième document, c'est l'encyclique Humani Vitae du pape Paul VI de 1968, dans laquelle il insiste sur ce que je disais tout à l'heure, sur l'unité entre procréation et mariage. Il n'y a pas de procréation en dehors du mariage. Il n'y a pas de procréation en dehors de l'union sexuelle des deux personnes, des deux conjoints. Parce que cette union, vraiment, elle est l'expression de leur amour. Il y a aussi le document Donum Vitae de la Congrégation pour la doctrine de la foi de 1987 qui insiste sur la dignité de la procréation naturelle. Dans ce document, voilà, on insiste sur la partie biologique, que le corps humain n'est pas seulement juste biologique. Le corps humain, c'est une partie de la personne. Vous savez, la personne humaine,
Elle est corps, elle est âme et elle est esprit. Ce qu'on appelle une vision anthropologique tripartite. Corps, âme, esprit. Le corps, c'est la biologie, l'âme, c'est la psychologie, l'esprit, c'est le côté spirituel. Si ces trois, si ces trois n'existent pas ensemble pour avoir un enfant, pour procéder à un acte procréateur, donc on peut dire que l'acte n'est pas moralement bon. C'est ce qu'on appelle la totalité. La totalité de la personne biologique, psychologique et spirituelle. Aussi dans ce document, heu, on dit que ce que je disais tout à l'heure, que la technique ne peut pas substituer à l'union sexuelle. La technique, elle est là pour aider et ne pas prendre la place de de l'acte conjugal. Voilà, vous lisez un petit peu ce qui existe sur l'écran, je ne veux pas tout, citer, je vous donne les idées principales. Il y a aussi la lettre aux familles du pape Jean-Paul II 1994 qui insiste sur l'idée de la négation et l'exploitation du corps. C'est qu'aujourd'hui, malheureusement, on a il y a cette tendance à faire vraiment une dichotomie de la personne en disant que le corps peut être disponible, on peut l'utiliser comme on veut, quand on veut, selon nos désirs, juste pour avoir nos intérêts. C'est-à-dire, moi, si je suis par exemple une femme, je peux louer mon corps pour la GPA, la gestation d'autrui. C'est un autre sujet, mais juste pour vous dire un petit peu les idées. Alors que non, le corps humain n'est pas à être exploité. Le corps humain est aussi à respecter, il a sa dignité. L'encyclique Evangelium Vitae de Jean-Paul II 1995, qui insiste sur la valeur de la personne humaine, c'est très important parce que Jean-Paul II, à l'époque, disait que si la personne humaine, dans sa totalité, n'est pas respectée, si la technique vient à dominer, en fait, vient dominer la personne humaine et l'homme, il y a un problème. Et là, on conduit pas du tout, on n'aide pas du tout la personne à avoir un développement intégral. Le développement intégral, je reviens à la totalité de ce que je disais de la personne, corps, âme, esprit, et à l'unité de l'acte conjugal ici, le mariage, la procréation, la sexualité, sexualité et personne. Voilà un petit peu ce que Jean-Paul II disait. Voilà, c'est pareil, c'est important parce que Jean-Paul II invite la société à respecter, à défendre, à promouvoir la dignité de la personne humaine. Voilà, quel que soit son état de vie. Le pape Benoît XVI, dans son encyclique Caritas in Veritate de 2009, il parle dans tous les cas dans cette encyclique, du principe de la vérité. Il n'y a pas de charité sans vérité. Ça, c'est clair. C'est un principe fondamental pour Benoît XVI. Et d'ailleurs, même dans l'Église, même dans la théologie morale, pas de charité sans vérité. Et quand on parle de charité sans vérité et charité, en fait, qu'on couple ensemble, à ne pas dissocier, cela nous invite à dire que la technique, elle est bonne, mais elle peut être aussi mauvaise. Elle est ambivalente. On peut l'utiliser pour de bonnes choses, pour des bons projets, comme on peut l'utiliser pour de mauvais projets. Par exemple, comme je disais tout à l'heure, l'eugénisme. C'est quelque chose qui n'est pas accepté et c'est la technique qui le fait. Donc, de ce fait-là, il faut vraiment avoir cette attitude, ce courage d'être dans la vérité et de nommer les choses telles qu'elles sont, notamment quand il s'agit de la procréation et de la technique. Voilà, pareil, on revient à la question de la totalité de la personne humaine et du développement. C'est pareil. Pardon, il y a une idée ici importante, c'est l'idée de la responsabilité. C'est important parce que, vous savez, on parle beaucoup, mais on est des êtres humains, on est des êtres libres. Il faut notre liberté s'exprime. Oui, la liberté, on est des êtres libres, ça c'est normal et c'est un droit fondamental. Mais il n'y a pas de liberté sans responsabilité et la responsabilité nous amène à prendre en considération pas mal de points, pas mal de facteurs quand il s'agit de la procréation, de la famille et du mariage.
Le pape François, il me reste encore 2 documents dans le Magistère de l'Église, le pape François dans Laudato Si et dans l'encyclique de 2015, il intègre la question aussi de la procréation dans la question de l'écologie intégrale. Pour dire que, la technologie, la technique, elle doit être aussi écologique et quand je dis écologique, c'est pas une question d'émission de carbone et cetera. C'est plutôt, du fait de respecter ce qui est naturel. Si la technologie n'arrive pas à respecter l'ordre naturel des choses, si la technologie n'aide pas l'ordre naturel des choses à se développer, si la technologie remplace le naturel, il y a un problème. Il y a un problème de développement, il y a un problème qui, voilà, qui va être, qui va impacter le reste de la vie. C'est pareil, on est toujours dans la même idée. Et enfin, dans la dernière encyclique, l'Amoris Laetitia du pape François XVI de 2016, dans laquelle il insiste sur la valeur de la vie, la paternité et la maternité, comme quoi que la vie, l'engendrement de la vie, l'enfant reste un projet du couple. C'est un projet, c'est pas dans le sens que moi je fais un projet, voilà, je vais juste me marier pour faire un enfant, mais ça doit exprimer un projet, mais le projet de l'amour. C'est pas juste un projet individuel où du coup, par exemple, un couple, un individu, une personne dit: «Moi, bon, ça y est, moi aujourd'hui, j'ai pas besoin d'avoir un enfant, je ferai ça à part. Quand je serai une mère célibataire ou un homme célibataire, il peut faire du projet de procréation, un projet personnel sans conjoint», par exemple. Ou un couple qui veut pas avoir des enfants tout de suite, voilà, ce qui est légitime, hein, ce qui est légitime. Ne pas avoir un enfant tout de suite après le mariage, c'est de gérer aussi la question de l'espacement des naissances, c'est légitime, hein. Mais, cela ne veut pas dire qu'on met ça au second degré pour avoir une vie professionnelle, par exemple, du couple et après, quand on atteint un âge, voilà, un âge dans lequel on ne peut pas procréer, on va recourir à la procréation artificielle. Ça devient un petit peu quand même, un peu égoïste, tel que le pape François l'explique. Voilà, ça c'est, un petit peu ce que le pape François dit. Maintenant, ah oui, une idée intéressante, c'est que le pape François insiste de nouveau au droit de l'enfant d'avoir un père et une mère. Voilà, j'ai oublié de lui dire ça, c'est très important. Ce cadre familial, notamment le familial qu'on connaît nous-mêmes, enfin avec le mariage, entre un homme et une femme, un mariage naturel. Je vais clôturer avec, une question et une réponse aussi à cette question. Si vraiment il y a, un problème de fertilité chez un couple et s'il y a aussi vraiment ce désir, un vrai désir, hein, qui émane de l'amour, conjugal, d'avoir un enfant, ce qui est légitime. Est-ce qu'il y a une autre, approche pour aborder le sujet et le faire d'une façon, éthique, licite, morale et acceptée par l'Église? Oui, il y a. Il y a ce qu'on appelle aujourd'hui la nanotechnologie. La nanotechnologie, c'est une technique naturelle. En anglais, c'est Natural Procreative Technology. Donc une technique qui aide naturellement, à avoir un enfant. Je sais pas si on est-ce qu'on peut partager la diapositive? Je sais pas si elle est sur l'écran. Voilà, ça va venir. Donc, voilà, merci. La nanotechnologie, donc c'est une technique, naturelle, qui voilà, qui n'est pas récente, mais qui date de quelques années et moi j'ai rajouté la nanotechnologie et les 4 E. La nanotechnologie, c'est une technique écologique naturelle. Il s'agit de procréation naturelle médicalement assistée pour restaurer la fertilité. Donc, s'il y a un problème de fertilité, la nanotechnologie peut aider à travers 3 points principaux. La nanotechnologie, elle fait une analyse précise du cycle ovulatoire chez la femme pour que la femme puisse comprendre son cycle, pour qu'elle puisse observer son cycle,
pour qu'elle puisse voir quels sont les problèmes ou les points forts ou points faibles de son cycle. Ça se fait aussi avec une approche globale chez la femme et chez l'homme. Donc, il y a une approche conjugale, le couple est impliqué dans ce travail, et il y a aussi une recherche des causes de l'infertilité avec le traitement. Les autres techniques, on fait un petit bilan au début dans l'insémination artificielle et la fécondation in vitro. Il y a un petit bilan, mais c'est pas suffisant parce qu'on ne fait pas des recherches poussées. La nanotechnologie, son but, c'est ça, c'est de vraiment de traiter la cause pour laquelle il y a un problème de fertilité. Après, s'il y a un problème de stérilité, comme je disais, donc une incapacité totale de concevoir, c'est autre chose. Ça, c'est le premier E, donc écologique. Deuxième chose dans la nanotechnologie, c'est économique. Parce que pour un cycle, pour en fait, un processus de nanotechnologie, le processus dure à peu près entre 1 an, 2 ans selon les couples, selon les raisons. Ça peut coûter vers les 1 500 €. Alors que pour un cycle de PMA, donc de procréation médicalement assistée, la fécondation in vitro, on peut arriver à 5 000 € et parfois, ça ne réussit pas en un cycle, il faut avoir 2, 3 ou 4 cycles, donc ça fait 10, 15, 20 000 €. Deuxième E, donc économique. Troisième E, c'est effectif. C'est un procédé effectif parce que les chances de réussite de la nanotechnologie est entre le 25 et 80%, alors que la fécondation in vitro, c'est 20%, le taux de réussite. Il y a une grosse différence, mais il faut de la patience aussi dans la nanotechnologie. Et enfin, c'est éthique, parce qu'il y a une approche globale de la personne du couple. Il n'y a pas d'utilisation des techniques comme j'ai vu tout à l'heure. Il y a un suivi médical des deux couples, du couple. Il y a un suivi psychologique. Il y a le fait d'insister sur le rapport conjugal naturel. Il y a cette unité qui existe toujours entre le couple et la sexualité, le mariage et la procréation, la sexualité de la personne. Donc, il y a tout ce que l'Église peut dire, nous a dit aujourd'hui par rapport à cette question de la procréation artificielle. La nanotechnologie offre ce côté éthique. Certes, ça peut ne pas réussir, comme aussi l'autre peut ne pas réussir. Certes, aussi, il y a quelques peut-être effets secondaires suite aux médicaments, alors que l'autre aussi, il y a des effets secondaires qui sont beaucoup plus graves. Voilà une approche qui pourrait être aidée. Sinon, la possibilité aussi que l'Église peut offrir, c'est vraiment un problème de stérilité notamment, l'adoption. Pourquoi ne pas adopter? Pourquoi? C'est une possibilité. Ça peut aider aussi des enfants qui n'ont plus de leurs parents et ça peut aussi donner de la joie dans un couple voilà, qui a des soucis d'avoir un enfant. Voilà ce que je souhaitais vous dire ce soir. Je sais que c'est tellement riche, il y a beaucoup de mots, il y a beaucoup d'idées. C'est pas évident de tout suivre, mais voilà, je voulais faire voilà, un aperçu général sur cette question. Je reste à disposition après s'il y a des questions, s'il y a des gens qui ont besoin de contacter à part. Père, vous pouvez leur transmettre mon adresse mail ou mon site personnel. Voilà, c'est pour les questions. Faites vraiment des cœurs pour vraiment dire merci au Père pour sa grande disponibilité. Et voilà, comme les gens l'écrivaient, et mon Père, on a appris beaucoup aujourd'hui parce que d'abord, moi-même en tant que prêtre, j'ai appris parce que c'est pas toujours évident. C'est pas des thèmes qu'on aborde, c'est pas des thèmes qu'on aborde généralement dans nos rencontres, dans nos paroisses, dans nos églises, dans nos communautés. Et là, aujourd'hui, on a touché un point essentiel qui est la procréation artificielle avec ses différentes dimensions. Mais voilà, je voudrais déjà prendre les questions des internautes qui nous suivent. Les internautes qui nous suivent. Il y avait déjà, vous avez répondu à la fin pratiquement la question de la roue qui demandait mon père, l'Église est-elle pour l'adoption? Puisque dans les deux cas, ce sont les parents qui sont inconnus en fait.
puisque que ce soit Donc, dans je disais, il n'y a dans pas de la problème avec procréation l'adoption. artificielle. Pardon, ça s'est coupé. Oui, elle dit que est-ce que l'Église est d'accord pour l'adoption? Parce que dans les deux cas, qu'il s'agisse de l'adoption, qu'il s'agisse de la procréation artificielle, les parents sont inconnus. Alors, c'est pas pareil, en fait. C'est pas pareil. Je vais vous donner vraiment la raison principale pour dire que c'est pas pareil. Déjà, pour répondre à la question, l'adoption, oui, il n'y a pas de problème. L'Église n'est pas contre l'adoption. Mais c'est pas pareil parce que les parents sont inconnus pour une adoption, mais c'est un fait, un petit peu comment dirais-je, l'enfant est déjà né d'une relation ordinaire, déjà, d'une part. L'enfant il peut être orphelin, ses parents sont morts. Donc c'est des cas exceptionnels. Peut-être aussi si les parents, voilà, ou la maman a laissé son enfant à la porte d'un orphelinat et elle est partie. On ne va pas quand même laisser cet enfant sans parent, donc on va l'adopter. C'est pas la même chose. Ici, on prend un fait, un enfant qui vient d'une procréation naturelle et qui a un cas particulier exceptionnel, des parents décédés et il est jeté par ailleurs ou autre chose, et on essaie de trouver un cadre pour qu'il puisse vivre dignement. Alors que dans la procréation artificielle, en fait, on fait un cadre technique qui permet d'avoir un enfant en dehors du cadre de mariage, d'une relation, d'un rapport naturel. C'est pas la même chose. Je ne sais pas si c'est clair, mais il ne s'agit pas de la même chose, pas du tout. Mon père, dans ce cas, est-ce que on ne court pas le même risque de l'éducation des enfants comme si un enfant était né aussi par ces méthodes artificielles ou ces méthodes techniques? Alors, la question de l'enfant, après les moyens de la procréation artificielle, ça reste un sujet crucial parce que on ne sait pas si on dit à l'enfant qu'il est né par procréation artificielle, quelle sera voilà, sa réaction déjà, parce qu'il a le droit aussi à savoir, non? C'est un droit. On dit oui, il va être heureux, mais il y a des études qui disent qu'il n'est pas heureux, peut-être, hein. Et bon, l'éducation, dans tous les cas, l'éducation reste un devoir aux parents, hein. Il faut l'assurer que ce soit avec une procréation naturelle ou procréation artificielle, ça c'est normal. Mais il y a aussi un fait que cet enfant vient d'une relation sexuelle naturelle dans un couple, d'une moyenne technique qui est différente. Donc là, il faut poser les choses. Je ne sais pas qu'est-ce que ça pourrait faire par rapport à l'enfant dans le futur. Il y a toujours des impacts, hein. D'accord. Il y a une autre question, c'est la question de Lala qui dit, que dit l'Église sur la congélation des avocytes? La congélation des ovocytes. Ah, Oui, évidemment, ça, c'est pas accepté. C'est pas accepté. Pour une simple raison, parce que déjà, on se demande pourquoi congeler ces ovocytes. Déjà, il faut poser la question de pourquoi. Parce que la femme veut travailler jusqu'à 40 ans et avoir une vie professionnelle et après, elle va faire ses enfants. Bon, je ne dis pas que la femme n'a pas le droit de travailler, c'est pas ce que je dis, hein. Je ne dis pas que la femme n'a pas le droit d'avoir une vie professionnelle réussie. C'est son droit légitime et il faut qu'elle le fasse tant qu'elle peut le faire. Mais mon père, vraiment, excusez-moi, parce que pour être plus clair dans la question de Lala, c'est quoi en fait la congélation de ces ovocytes-là? la congélation des ovocytes, c'est le fait de procéder à faire le processus déjà, quand j'ai commencé de faire la stimulation ovarienne pour récolter les ovocytes. Donc, c'est les gamètes féminins pour qu'il y ait après un enfant. Donc, on récolte les ovocytes de la femme et on les congèle à travers un processus technique au laboratoire pour que ça soit préservé. Et après, à un moment donné, quand la femme décide d'avoir un enfant et si elle ne peut pas avoir, si elle ne peut plus avoir, si elle ne veut pas utiliser son corps pour avoir un enfant,
elle peut demander que ces ovocytes soient utilisés par une fécondation des spermes qui provient peut-être de son époux ou d'un donneur et qu'elle ait après un enfant. Voilà, ça c'est le processus général. Dans ce cas-là, on rentre aussi dans cette question on revient toujours à la même chose. La séparation de l'unité procréative et personnelle de la personne et de l'amour conjugal et du couple. On revient toujours à la même chose. La procréation, elle est un droit naturel. Si on peut le faire, tant mieux. Si on ne peut pas la faire, la technique peut nous aider. Mais remplacer la technique carrément, la mettre à la place de l'acte conjugal, à la place de cette relation intime dans un couple, pose des problèmes que j'ai cités, tout ce que j'ai cité tout à l'heure. Donc, le processus des ovocytes congelés rentre dans ce jeu aussi technique. D'accord, mon père. Vraiment, le temps est très court. On va prendre encore la question de Stéphane qui dit, que dit clairement, c'est vrai que vous l'avez abordé, mais quand même, il pose la question, que dit clairement l'Église sur la fécondation in vitro? Alors, clairement, vous voulez une réponse comme ça, on dit non. Si c'est une réponse claire comme ça, l'Église est contre la fécondation in vitro. Ça, c'est une réponse claire et nette. Alors, pourquoi? Pour toutes les raisons que j'ai citées tout à l'heure. Voilà. D'accord. Donc, on revient sur la méthode naturelle qui est, j'allais dire pratiquement naturelle. C'est la question de Stéphane, toujours, mon père, il demande de revenir sur la méthode de la naprotechnologie. En quoi elle consiste Alors, concrètement? Et bon, ouais. là, je pense qu'on n'a pas la réponse parce qu'il demande, est-ce qu'elle se pratique en Afrique? Alors, en Afrique, je ne sais pas s'il existe encore. Il faut chercher. J'ai mis tout à l'heure un site internet. Il s'appelle Fertility Care. Un site, c'est un site général. On peut chercher si ça existe en Afrique quelque part. Je ne suis pas au courant. Il faut que je cherche. Par contre, en quoi consiste en gros? Déjà, ça se dit naprotechnologie, mais il n'y a pas de technologie là-dedans, hein, ce n'est pas la même technique. C'est tout simplement une aide médicale avec un accompagnement du couple pour chercher les causes et les raisons de l'infertilité, pour remédier à ces raisons, pour aider la femme à comprendre son corps, son cycle, pour aider l'homme à accompagner sa femme et à comprendre aussi lui-même sa place dans le couple et dans la relation sexuelle. Tout cela à travers un accompagnement médical, psychologique, peut-être social s'il y a besoin ou d'autres, et pour aider que ce couple fasse leur rapport conjugal naturel, dans les bonnes conditions naturelles, s'il y a des problèmes, on les règle, et qu'il y a après une conception d'un enfant à travers un moyen naturel voilà, de concevoir un enfant. Puis il y a la question de Anaïs qui dit, on va revenir sur la congélation des ovocytes. Il y a Anaïs qui demande, mais et si la femme suit une chimio, c'est-à-dire même si en cas de maladie, pour être sûr qu'après, voilà, dans un cas pareil, mon père, est-ce qu'il n'y a pas de concession, il n'y a pas de permission quand même? Écoutez, pour vous dire la vérité, j'ai pas de réponse maintenant à cette question, mais je peux vous envoyer la réponse paire à vous demain et la transmettre à Anaïs si vous voulez. D'accord, d'accord. Mon père, vraiment, on a été très édifiés. On va arrêter parce que le temps qui nous est imparti vraiment tire à sa fin. Je voudrais rappeler, mon père, vous avez dit que l'insémination artificielle est permise seulement à une condition, qu'elle soit, à deux conditions, pardon, qu'elle soit faite avec conjoint. Il faut qu'on use la technique pour aider les conjoints dans leur rapport conjugal. C'est une aide à l'aide à l'acte conjugal et ça ne doit pas sortir du rapport conjugal. Avec préservatif perforé, on peut traiter le sperme, tout ça, ainsi de suite. En résumé, mon père, à quelles conditions c'est permis dans l'Église, selon l'Église? En résumé, il y a un principe général qu'on appelle l'unité totalité de la personne, une totalité. Il faut que
l'acte conjugal soit présent, il faut que l'union des deux personnes, le couple, que ça soit présent aussi. Il faut aussi que cet aspect biologique et psychologique ne se soient pas séparés. Ce sont trois conditions générales hein, qui nous permettent de dire qu'est-ce qu'on fait. Une autre façon de répondre, clairement, tout ce que j'ai dit est refusé par l'Église, sauf s'il y a besoin, l'insémination artificielle avec conjoint, avec les deux conditions que vous avez citées tout à l'heure, que ce soit dans l'acte conjugal, avec une récolte légitime du sperme. Et tout le reste, il n'est pas accepté par l'Église. D'accord, mon père. Père, merci véritablement pour votre présence à ces catéchèses. Merci pour votre... voilà, on va mettre des cœurs pour le père, on va le saluer. Et puis, vraiment, on souhaite revoir le père dans ces questions assez brûlantes et assez actuelles, mais qui ne sont pas très débattues. Franchement, mon père, on a été édifié, et moi en premier. J'espère, mon père, qu'on va vous revoir, pourquoi pas, à une autre séance de catéchèse. Et voilà, parce qu'il y a beaucoup de questions aussi, hein, beaucoup de questions qui se soulèvent. Voilà, bon, voilà, je ne pourrais pas répondre, mais est-ce que si les enfants qui naissent in vitro, est-ce qu'ils ne sont pas des créatures de Dieu, mais s'ils naissent, bon, tout ça, il y a la question qui se soulève à la fois spirituelle, éthique, et puis bon, aussi, même avant la procréation, même dans l'acte conjugal aussi, il y a beaucoup de questions aujourd'hui qui se soulèvent. Qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire, mon père? J'espère que vous serez là pour répondre à nos questions, pourquoi pas. Un dernier mot, mon père, et puis on va vous laisser donner la bénédiction pour que nous puissions conclure cette catéchèse. Voilà que, en fin de cette soirée, déjà, je vous remercie pour votre invitation et j'espère que la bénédiction de Dieu vraiment accompagne tous les couples qui sont présents parmi nous et que l'amour de Dieu vraiment soit abondant sur eux afin que cet amour soit fructueux dans leur vie et que leurs enfants soient bénis au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Voilà, mon père, merci et puis voilà, à très bientôt. Amis auditeurs, pour aujourd'hui, voilà, c'est terminé et d'ici là, portez-vous bien. J'ai été très heureux d'être avec vous et je salue au passage voilà, mon frère et ami le père Georges et puis toute la technique. Merci d'être resté avec nous et puis que Dieu vous bénisse.